Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Ostéobio TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce 12e numéro d'Ostéomag, nous allons aujourd'hui avec Cyril Clouzot, bonjour, parler de l'actualité scientifique. Cyril Clouzot, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Voilà, je reviens. Vous étiez bien occupé sans doute ? Bien occupé à la fois pour attendre un petit peu, comme tout le monde, l'évolution de ces arrêtés et savoir s'il y avait des précisions sur la recherche pour donner des lignes directrices ou pas. Et en fonction de ça, poursuivre les projets que nous avons mis en place, tant d'un point de vue de l'unité recherche de l'école, oui, dont vous êtes responsable. Voilà, que d'un point de vue personnel, continuer mes propres recherches sur un autre domaine. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos recherches, justement ? Un de nos projets, je dirais, leader au sein de l'unité recherche, c'est justement une étude clinique dans un centre hospitalo-universitaire qui vise à mesurer l'action de l'ostéopathie par l'intermédiaire d'ostéopathes sur une population en souffrance, une population de personnes fibromyalgiques, dont on va classiquement, eu égard à la méthodologie éprouvée dans ce domaine, comparer un groupe qui a son traitement standard avec un groupe qui a son traitement standard sur lequel on ajoute une intervention ostéopathique conforme à l'ostéopathie pratiquée en France, et on va pouvoir mesurer l'impact sur la douleur, sur la qualité de vie, sur des scores neuropathiques, afin de voir si l'ostéopathie est efficace d'abord, et puis si elle est efficace, à quel degré est-elle efficace et à quelle cadence la programmer en complémentarité du traitement des personnes prises en charge dans cet hôpital. Et donc, dans cette rubrique des actualités scientifiques, on va commencer avec un article assez récent que vous nous avez sélectionné. Le premier article, eu égard aux publications que fait la commission de promotion de l'ostéopathie pratique Corp, qui chaque mois propose une sélection d'articles. J'en ai sélectionné 3. Expliquer mon choix, c'est à peu près toujours pareil, ceux qui ont une valeur un petit peu pédagogique et ceux qui sont accessibles. Donc il est souhaitable que ces articles ne soient pas barrés par un coût et un droit d'accès. Et à ce niveau-là, 3 revues se dégagent pour l'instant. Manual Therapy, International Journal of Osteopathic Medicine et le JAOA. Donc le premier, celui que vous signalez, c'est dans Manual Therapy. Les 3 articles ont une complémentarité de méthode, car ce sont 3 méthodes différentes. Le premier, donc dans Manual Therapy, est une étude assez complexe, puisqu'il s'agit d'une méta-analyse. Clairement, c'est une revue des articles publiés et une analyse des recherches réalisées. Cet article est intéressant et je lui donnerai, comme nous l'avions fait, un feu jaune ou orange, dans le sens où il faut distinguer le fond et la forme. Sur la forme, il est très pédagogique. Il montre une méthode de méta-analyse qui invite tous ceux qui sont motivés à le faire, puisque au-delà des termes, vous avez des schémas qui sont assez clairs. Tout à fait, oui. Et qui peut expliquer, tel un cours, comment réaliser une méta-analyse. C'est basé sur 16 bases de données. La revue est faite par 2 chercheurs indépendants qui confrontent leurs résultats et qui aboutissent à un résultat qui relève encore une fois l'avancée et les difficultés de l'ostéopathie, puisque sont retenus un peu plus de 3307 articles et finalement sont inclus comme fiables 3 articles. On peut donc se permettre de dire que 1 pour 1000 satisfait les exigences de cette méthodologie. 2 petites remarques à cet effet. Faut-il continuer dans cette voie ? C'est ça. Est-ce que pour aboutir à 1 pour 1000 ? Est-ce vraiment nécessaire quand on commence déjà dès le début en fait, de l'article, on sait que les résultats ne seront pas probants. C'est un petit peu se demander si on n'est pas en train d'utiliser le mauvais outil. C'est un débat qui revient souvent dans la recherche. Néanmoins, il y a ce paradoxe de dire se mettre en cohérence avec les données actuelles, avec les méthodes actuelles pour satisfaire à des exigences scientifiques, et à la fois sachant dès le départ que ces exigences vont aboutir à un résultat qui ne permettra pas de mettre en avant les spécificités de l'ostéopathie. C'est pour ça que le feu est orange dans le sens intéressant sur la méthode. Tout à fait.
intéressant sur la rigueur. Il y a une arborescence, il y a des algorithmes de recherche qui peuvent servir pour une bibliographie, pour des étudiants, pour des personnes qui veulent aller sur ces bases de données référencées. Et puis le constat est bien de progrès à faire et qui sont enclenchés maintenant dans l'ostéopathie moderne. Mais on peut se demander s'il ne faudrait pas arrêter les revues de littérature avec des articles ou en tout cas des revues de littérature sur des articles qui regardent l'ostéopathie avec un télescope et non pas avec un microscope. Et alors juste, est-ce qu'on ne peut pas conclure de cet article que la manipulation vertébrale, parce que eux c'est vraiment ce qu'ils ont étudié, ça peut être comparé à un médicament pour une douleur du membre supérieur? Ils essayent d'appliquer la règle un petit peu, je dirais, dictée par l'EBM, c'est-à-dire est-ce qu'une thérapeutique a plus d'effet qu'un placebo? Tout à fait. Non, oui, ou qu'un placebo. Ouais. Après, il y a d'autres études qui visent à comparer les thérapeutiques entre elles. Là, c'est est-ce qu'une manipulation cervicale dans le cadre d'une douleur du membre supérieur peut être considérée comme une thérapeutique? La réponse c'est oui. Et est-ce que cette thérapeutique a plus d'effet qu'un placebo? Auquel cas, si la réponse est positive, ça permet de dire qu'on peut la préconiser, c'est une aide à la décision et c'est un outil, je dirais, thérapeutique pertinent. Là, la réponse c'est faible niveau de preuve qui ne nous permet pas de répondre. Pourquoi? Parce que 3 articles sur 3300 sont retenus. Donc là, en l'occurrence, on ne sait pas si la manipulation vertébrale a plus d'effet ou moins d'effet qu'un autre traitement. On se situe au niveau des conclusions classiques en ostéopathie, une bienveillance naturelle, une neutralité bienveillante, un aspect positif à défaut d'avoir trouvé du négatif. Mais en effet, on est sur du faible niveau de preuve qui discute de la méthodologie. Et on continue avec un article avec une méthodologie robuste. Éprouvé, connu, puisque l'auteur n'en est pas à son premier article. Auteur à succès en ostéopathie. Soit, qui a le mérite, donc Licherdon, de reprendre des données d'une étude dont il a déjà réalisé l'inclusion et l'enregistrement des patients sur 455 patients. Et ça permet de montrer que sur une bonne base de données, sur un bon enregistrement et une bonne inclusion de patients, on peut travailler plusieurs fois sur la même étude. Et cette étude nous apporte cette fois des informations. Sur le fond, le feu est vert, la forme est toujours bien faite, pédagogique. On apprend que sur ces 455 patients souffrant de lombalgie commune chronique, qui semble être, je dirais, une indication majeure de l'ostéopathie, que finalement, un patient lombalgique sur 2 présente une dysfonction lombaire. La fameuse dysfonction. La fameuse dysfonction. Et que 28% de ces patients présentent une dysfonction du bassin ou pelvis. Sachant que cette dysfonction, sur le plan de la douleur, est cotée à 4 sur 10, donc ça correspond à des critères de douleur qui ne nécessitent pas un antalgique fort. Et on apprend aussi que 7% des patients lombalgiques n'ont aucune dysfonction ostéopathique. Et donc, au-delà de ces données épidémiologiques, au-delà de l'utilisation d'échelles connues, SF36, RMQD qui sont pertinentes, on voit que l'auteur évolue. Il avait utilisé auparavant une échelle pour classifier la dysfonction qu'il appelait TART, T-A-R-T, pas très élégant, qui maintenant est devenu STAR, beaucoup mieux, peut-être plus lumineux, mais qui a le mérite pareil de définir 4 critères dont on pourra reparler, et de poser la question, je pense, qui nous intéresse tous, est-ce que la dysfonction ostéopathique peut être considérée comme un facteur de risque d'une douleur de la région correspondante? Alors, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que donc, sa classification STAR définit 4 critères qui correspondent à la dysfonction somatique. Et en conclusion, il nous dit que la dysfonction somatique entraîne une modification de l'activité musculaire. Or, cette modification de l'activité musculaire est aussi un des critères pour définir la dysfonction somatique. C'est un peu le chien qui se mord la queue quand même. On peut utiliser cette image. Je pense que ça soulève une tendance, une grande tendance, on va dire depuis 2-3 ans, qui est de réfléchir sur la notion de dysfonction et surtout dans l'action de l'ostéopathe en tant que mécanique. Est-ce que j'ajuste, est-ce que je mobilise les os ou est-ce que j'ai un effet neuro-endocrinien
du fait de ma mobilisation. Comme on parlait à Oyagi dans l'article précédent. Et la tendance actuelle est vraiment de penser l'aspect neurophysiologique bien plus que l'aspect biomécanique, en envisageant une action neuro-endocrinienne que les neurosciences pourraient nous aider à mettre en évidence. Et c'est une voie de médiation de la douleur qui serait envisagée plutôt qu'un réajustement positionnel. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend pour montrer plutôt les conditions dans lesquelles on est efficace au lieu de s'acharner à montrer et à le chercher le lien entre cette dysfonction et les douleurs? Pourquoi est-ce qu'on est sans arrêt obnubilé par cette dysfonction alors qu'on pourrait peut-être lancer des études où, voilà, dans ces conditions-là, on est efficace et chercher pourquoi on est efficace? Il y aurait un choix évident de dire se lancer dans la clinique pure et dure, en cherchant les conditions de succès sur le patient répondant, établir des profils, ce qui peut chez certains donner le spectre de dire on sélectionne, on choisit des patients et des pathologies, et donc du coup il faut peut-être entendre, eh bien on se limite, on n'a pas tout le champ des pathologies qui s'offrent à nous. Ça c'est un discours, je pense, qui est en pleine mutation, à la fois par les générations d'ostéopathes et à la fois par l'ostéopathie qui se structure. Je reste quand même optimiste en pensant que l'ostéopathie pourrait se diviser en une ostéopathie qui va aller vers cette clinique, peut-être sur une indication de certaines pathologies, qui s'approcherait d'une médecine qui sait quand adresser, à qui adresser, sur quel type de patient, et qui serait un petit peu éloignée d'une ostéopathie où nos mains peuvent tout faire et s'adresse à tout le monde. On a une mutation par une exigence de réflexion collective sur les modalités d'action, dans quelles conditions et sur quel motif. C'est une nosographie, une nosologie des pathologies qui est aujourd'hui en débat avec la notion de dysfonction, employée par tout le monde, mais définie par peu, dans un consensus encore plus faible que les niveaux de preuve qu'on a vus dans les articles là. Parce qu'à mon sens, je ne vois pas comment on pourra démontrer que l'ostéopathe est efficace sur la dysfonction quand l'ostéopathe coupe la douleur. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que l'ostéopathe est efficace pour couper la douleur, tout simplement? Une autre piste, on parlait tout à l'heure de neurosciences, de neuroendocrino, une autre piste de réflexion, c'est sur le vécu douloureux, et imaginer finalement, est-ce que le soin diminue la douleur ou modifie le rapport que le patient a à sa douleur, et à partir de là, dans quelle mesure ce n'est pas un travail sur l'individu, dans le sens anthropologique, plutôt que sur le substrat, chercher la substance, l'action, le neuromédiateur, même si on a des pistes sur, encore une fois, le système neuroendocrinien, la substance P, des choses comme ça. Mais les études sont plus difficiles à mettre en place dans le sens où il faut faire des prélèvements, donc on va être il y a besoin de invasif plus de moyens chez aussi, le patient. Ce sont des grosses études cliniques, on n'en est pas encore là. Et alors vous avez un troisième article dans l'IJOM ? Exactement. Un article qui, pour moi, est un modèle, dans le sens, tout de suite, lui donner un feu vert, encore une fois, sur la méthodologie, la forme. On est d'accord. 12-13 pages, 61 références qui, à mon sens, peuvent servir beaucoup d'études et beaucoup de professionnels ou d'étudiants en ostéopathie, car les références sont actualisées et balayent un petit peu les données actuelles. Il est simple, il est clair, bon, certes en anglais, mais c'est un modèle méthodologique parce qu'il cadre, il donne des références, les mesures sont faites avec des outils connus, performants, ils essayent d'arriver à une précision de l'ordre du millimètre, ils essayent de discuter, ils y arrivent, ils donnent les biais, ils donnent des conclusions. Je pense que c'est vraiment un modèle qui suscite sur le fond deux petites remarques. Moi j'ai encore un problème. Alors une troisième petite remarque. Peut-être, je ne sais pas, la dysfonction somatique revient. Voilà. Et alors moi, j'ai pas réussi à savoir si c'était un signe clinique ou la cause de la douleur. Surtout qu'il est clairement dit que cette dysfonction n'est pas significative quand elle est, je dirais, analysée d'un point de vue statique.
ce qui repose un petit peu notre débat sur la mobilité. Et clairement, 12-13 pages d'une étude qui dit qu'on ne voit pas l'ostéopathie d'un point de vue statique, je pense qu'on n'apprend pas grand-chose, mais qu'il faut encore une fois arrêter les photographies de l'ostéopathie, mais faire de la vidéo de l'ostéopathie, c'est-à-dire penser des modèles dynamiques qui, là, pour le coup, donnent un résultat, une donnée épidémiologique. On sait que la dysfonction de L5 va engendrer une adaptation en rotation externe du membre inférieur homolatéral. Qu'entend un ostéopathe sur ce terme? Eh bien, cette notion d'adaptation en rotation externe doit rappeler des modèles connus, donc ça a été objectivé. Et puis le lien entre L5, membre infomo, contralatéral, c'est peut-être à discuter, mais il est clairement dit que sur cette étude qui a 2 points d'analyse, un statique et un dynamique, je développe plus le point dynamique, la rotation du bassin est analysée dans la marche du sujet en phase d'accélération, vitesse normale et décélération. C'est mesuré par des plateformes, des capteurs de pression. De pression. Et clairement, quand on est en mouvement, on peut montrer l'apport du geste ostéopathique sur la qualité de la marche. Ce qui insiste, à mon sens, sur le fait qu'il faut faire des études qualitatives, des études dynamiques, des études cinétiques, cinématiques, des vidéos, pour reprendre l'image, et non pas des photographies microscopiques, analytiques, qui découpent l'ostéopathie pensant qu'on va chercher l'élément qui fonde l'ostéopathie, alors que je pense que ce qui fonde l'ostéopathie, c'est justement ce qu'il y a entre les éléments, et donc il faut mesurer au long terme, au long cours, cette interaction. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre, dans le cas des lombalgiques, avec dysfonction somatique, est-ce qu'on ne pourrait pas faire 2 groupes qui seraient tous les 2 traités en ostéopathie, mais un groupe avec dysfonction et un groupe sans dysfonction? Ça, pour l'instant, dans ma petite recherche, je n'ai pas trouvé d'études. Ben non. Ça me donne envie de réaliser ça. Voilà, un projet pour 2015 parfait. Et 2016. Vous n'étiez pas assez occupé? Non, mais je pense qu'on a tous ce devoir d'avancer dans le but de légitimer encore plus notre pratique. Mais surtout, les patients en ostéopathie ne sont pas des personnes rares. Donc, tout à fait. Faisons des études non pas sur des personnes saines, sur des étudiants en ostéopathie, sur des personnes qui, je dirais, ont un lien, mais sur des pathologies reconnues comme étant potentiellement une indication ostéopathique et en effet mesurer la différence entre des patients avec dysfonction et des patients sans dysfonction pour essayer de mesurer finalement la force et la pertinence du traitement, du terme dysfonction et de l'action ostéopathique. Et à partir de là, c'est une démarche convergente entre tous les praticiens qui force, à mon sens, je dirais une dimension clinique qui est tout à fait l'objectif du futur. Bon, parfait. Voilà, vous avez une belle piste d'études. Soit. Alors, allons-y. C'est parti. Et on va passer sur quelque chose d'un peu plus léger. La tant attendue revue des médias d'Alice et Nicolas. Alors là, on était plutôt dans l'actualité scientifique avec des publications récentes. On va passer sur quelque chose plus ancien. Exactement, avec 2 extraits vidéo qui datent de 1924 de B.J. Palmer, le fils du célèbre David Daniel Palmer, qui est fondateur de la chiropratique. Voilà, alors vous vouliez des études avec un petit peu de dynamique. À l'époque, ça manquait pas de pêche et ça manquait pas de dynamique. On vous laisse regarder ces petits extraits. B.J. Palmer believed there were 5 energies in the human body, controlled every minute by innate intelligence, or trouble begins. Disease is like darkness. We can't fight darkness. Light will dispel darkness, but darkness will not put out one candle. Darkness is negative, light is positive. Darkness comes in because of an absence of light. In the human body, innate intelligence is the positive force. Disease is negative. Disease exists when innate intelligence is interfered with. A chiropractor corrects the cause of interference. Innate intelligence corrects the disease. À mon avis, il s'agit des vidéos les plus anciennes qu'on puisse retrouver sur le net, en tout cas au niveau de la thérapie manuelle. Avec un bel effet de surprise pour le patient. L'amplitude, la haute vélocité, surtout la haute vélocité, je pense. Tout y est. C'était un un peu théâtral aussi. Oui. Voilà. Il faut être bien constitué pour le recevoir. Oui, exactement. Et on continue toujours en vidéo avec cette fois-ci le patient qui est vraiment très ancien.
Il s'agit d'une pub pour le métier de chiropracticien. Et vous voyez, cette fois-ci, les techniques manuelles sont beaucoup plus douces et ça promet des miracles. Je vous laisse regarder. Chiropractic treatment can relieve back pain effectively and safely. Une petite réaction là-dessus ou pas? Le musée des Confluences à Lyon a ouvert, il y a quelques dinosaures, quelques mammouths, peut-être que... Vous voulez y aller? faut Une être un petite lieu étude. d'études. Encore un projet d'étude. Cette année 2015 Allez, va être très Voilà. riche. Et on termine avec vous, Nico? Exactement, on continue avec cette vidéo d'un rebouteux Wolof à la décharge de Dakar. On peut voir qu'il prend en charge différents motifs de consultation de différents patients qui viennent pour vraiment des affections en tout genre, on peut dire. Voilà, en tout cas, ça manque pas de pêche non plus et ça a l'air d'être efficace en tout cas. ko mama sa macc dem amoon ci xel yaar ba dem ba weer rek ci lañ ko mën a gëm dem mosu ñoo mocc nit ñetti yoon de ñaari yoon rek ci lañ koy mocc dem wér kii du xëcc day kii rek day mocc rek du xëcc day mocc rek kii xëcc rek gën a fa rek kii jigéen métti faj nañ ko xëcc la day xëcc rek soo kii reste na presque tout le monde ci fi yaa am problème fii waaw dafa am problème ci yàq bi dafa am problème xoolal fii waaw dégg nga na muy wax dégg nga na mu wax voilà andi si voilà bu da ngay defee nii des médicaments pour son corps. waaw gis nga ko da nga ko ciy jàppale. dégg nga na muy wax. Ça permet donc aujourd'hui de comprendre pourquoi on nous demande de faire les techniques en décharge. Donc on peut voir que finalement l'ostéopathie, même si on a encore du mal à prouver son efficacité, elle est utilisée aux quatre coins de la planète. Merci pour cette vidéo. Avec plaisir. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un 13e numéro d'Ostéomag. Cyril Clouzot, merci. Merci de l'invitation. Et j'espère que vous reviendrez nous parler de vos projets multiples à venir. Quand ils seront aboutis. Avec plaisir. C'était Romane Jouffe en compagnie d'Alice et Nicolas pour Ostéobio TV.